présente un texte qui s'intitule « Au plus noir de la nuit ». Les flammes dansent et m'entraînent avec elles dans une folle sarabande. Elles éclairent tour à tour le vide qui m'envahit et les blessures béantes de mon âme meurtrie. Nul endroit où fuir ce qui se passe en moi. Alors, je me laisse emporter dans les remugles de ma pensée. Je revois, à en pleurer de douleur, les phares aveuglants. Caché par la lumière éblouissante, le virage se jette sous mes roues et ma voiture dans le vide. Le vide qui m'engloutit, aussi sûrement que la nuit, depuis que j'ai quitté cette route. Aucun repère ne vient éclairer ce moment. Combien de temps a duré cette chute infernale ? 30 secondes ? 1000 ans ? Combien de temps ai-je côtoyé le néant ? Je me souviens d'avoir crié « Tes phares, connard !» Et puis, l'instant d'après, ou une éternité, je ne saurais le dire. Le bruit assourdissant des sirènes, la lumière froide et blafarde dans le camion. Les entraves qui me retiennent et toutes ces voix chargées d'angoisse. Incapable de bouger, incapable de parler, incapable de comprendre. Je trouve dans mon esprit un coin où me réfugier. J'ai peur, j'ai mal, je n'arrive même pas à pleurer. Les lumières se teintent de rouge et m'enveloppent d'une douce torpeur. Je me laisse aller, beaucoup trop dur de lutter. Visiblement, mon choix n'est pas très partagé. Tout à coup, mon corps est secoué par une onde violente. Je me surprends à penser à ces matins terribles où le réveil m'expulsait de mon domaine onirique. Et je ris de l'avoir tant détesté pour si peu. Il me semble que mon rire envahit tout l'espace. J'apprendrai plus tard qu'en réalité, de faibles borborigmes s'échappaient laborieusement de ma bouche suturée. Toujours cette lumière crue, acerbe, bien plus violente que dans l'ambulance. On m'apprend que je suis à l'hôpital. Qu'un bon samaritain a vu ma voiture disparaître dans le noir et a très vite alerté les secours. Je soupçonne naturellement la voiture en plein phare. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon d'annoncer à quelqu'un qu'il est défiguré et lourdement blessé, au point qu'il ne retrouvera peut-être jamais son autonomie. Mais si elle existe, ce médecin ne la connaissait pas. Vous avez eu un grave accident. Heureusement, nous avons été prévenus rapidement. Il faut que vous sachiez que votre visage a été touché, ainsi que vos membres inférieurs. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais vous risquez de ne plus jamais marcher. Avez-vous des questions ? Oui ? Pourquoi obliger quelqu'un à revenir parmi les vivants, mais seulement à moitié ? Pourquoi me dire tout ça à moi ? C'est une blague ? C'est très mauvais goût. Mais ce que vous dites n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Je refuse. Bien sûr, aucun son n'avait franchi mes lèvres scellées. Et avec du recul, je crois qu'il n'y avait aucune bonne façon de dire l'indicible. Puisque le monde n'avait plus de sens à mes yeux, ma bouche ne sut plus comment s'ouvrir à lui. J'acceptais les séances exténuantes de kiné, de physio, de psy, les consultations de suivi et tout ce qui était bon pour moi. Mais je n'étais plus qu'un simple spectateur de ma vie. J'évitais soigneusement les miroirs. Je faisais ce qu'on me disait de faire, sans en comprendre le sens. J'étais là, quelque part, et en même temps, je ne me sentais plus exister. Les jours ont passé, ponctués par la toilette, les pansements, les poches branchées je ne sais où, dans je ne sais quel but, les perfusions, les exercices, les médicaments, la prise des concentres, les examens et autres prises de sang. Je n'avais même pas droit aux visites dans un premier temps. Je me souviens d'ailleurs de la première d'entre elles. Ma famille avait dû tirer à la courte paille, pas plus de 2 visiteurs par jour. Et encore, il leur fallait enfiler une blouse verte, des surchaussures vertes et une charlotte verte. Ce vert pâle qu'on pourrait nommer le vert morgue, et qui n'est beau sous aucune lumière, naturelle ou artificielle, ni dans aucune association de couleurs, triste comme une envie de vomir. C'est ainsi que je vis débarquer ma sœur, habituellement joyeuse, jusque dans la couleur de son pull, et mon beau-frère. Leur regard était tout à fait éloquent. À peine s'était-il posé sur moi que toute clarté disparut de leurs yeux. Ils ne savaient visiblement pas quoi dire et j'avais perdu tout intérêt pour le monde extérieur. Ils ont eu la délicatesse de ne pas me demander comment j'allais, et moi, celle de ne pas le leur dire. Un gros nœud s'était noué dans ma gorge, si gros que je peinais même à respirer. De voir celle qui avait partagé toute ma vie jusque-là me rappelait ce que j'avais perdu. J'avais terriblement honte de ne pas avoir su maîtriser mon véhicule, de ne plus être cette personne complète qui vibrait de vie et d'envie
Il n'y avait plus que la peur et la douleur, et je savais qu'elle l'avait vu. Je savais que ce n'était pas seulement ma face lacérée qui la blessait, mais surtout la disparition de l'être qui l'habitait. Et je m'en voulais terriblement de la voir souffrir par ma faute. Alors, le nœud dans ma gorge gonfla encore, et je restais là, à la regarder, sans bouger un cil, un mur de terreur en guise de bâillon. Le temps s'écoula, étouffé par le silence assourdissant. Je souhaitais qu'elle s'en aille immédiatement pour ne plus voir ses yeux éteints, tout en priant pour qu'elle reste, pour me tenir la main, me dire que tout irait bien. Son départ me laissa dans l'hébétement le plus total. J'éprouvais un certain soulagement à replonger dans le calme abrutissant des bip-bip réguliers, sans renier pour autant ce semblant de vie qu'elle avait rallumé. Pour la première fois depuis mon terrible réveil, je ne pus refuser de regarder vers le futur. C'était très inconfortable. J'avais pris goût à cette anesthésie totale. Quand on ne vit pas, on ne souffre pas. Mais elle avait allumé une lumière dans mon esprit. Une minuscule étincelle dont je ne pouvais détourner le regard. Le soir même, je tentais d'articuler un merci à l'infirmière venue apporter mon repas gastrologique. La pauvre manqua un battement de cœur avant de m'adresser son plus beau sourire. Il faut dire que ce premier mot venait quasiment d'outre-tombe. Je vis donc s'ajouter à mon quotidien les séances d'orthophonie pour réapprendre tout doucement à me servir de ma langue engourdie. Il paraît que le psy du service en est devenu dingue. Je n'arrivais toujours pas à lui offrir un seul mot lors de nos séances. J'avais repris le langage, certes, mais parler de ce que je ressentais était à la fois au-delà de mes forces et de mes capacités de compréhension. Ma sœur revint me voir chaque semaine, jusqu'à ma sortie. Je ne sais pas si elle parvenait à cacher son malaise de mieux en mieux ou bien s'il disparaissait petit à petit. Très vite, je retrouvais son sourire chaleureux auquel la vie n'avait d'autre choix que de s'accrocher. Et je m'accrochais vaillamment tant qu'elle était là, avant de retomber comme un pantin désarticulé dès qu'elle quittait la pièce. Je pensais sincèrement avoir quitté les eaux sombres de cette presque mort, jusqu'au jour où elle rassembla tout son amour et son courage pour me secouer affectueusement. Je la crus quand elle me dit qu'un morceau de moi était resté au pied de cette falaise et que je devais le retrouver. Que mes mots étaient vides de substance, qu'elle n'était pas dupe de mes efforts pour me cacher derrière la banalité d'un jeu de cartes ou d'un rire pas assez naturel. Et pour la première fois dans cette vie-là, je me mis à pleurer. Un torrent continu, violent, entrecoupé de hoquets et de petits cris qu'aucun mot ne pouvait remplir. Je perdis totalement le contrôle. Ma respiration se coupait pour tenter d'endiguer le flot des larmes. Ma sœur et sa terrible lumière. Elle avait vu l'ombre dans laquelle je gardais ma douleur et l'avait chassée d'un battement de cils. Il me fallut du temps pour comprendre que cette douleur ne venait pas de la lumière, mais de ce que cachait l'obscurité. Que se cacher d'avoir mal, même et surtout à soi, n'a rien à voir avec ne pas avoir mal. Sur le coup, je lui en voulus un peu d'avoir forcé les barrières qui me protégeaient. Peut-être aussi avais-je besoin, à ce moment, d'imputer cette douleur à quelqu'un que je pouvais ainsi transformer en réceptacle pour ma colère. Mais je n'eus pas le loisir de déverser ma rage, puisqu'elle me serra tendrement dans ses bras à la minute où mon mur s'effondrait. J'étais une poupée de chiffon, totalement perdue et consciente de l'être. C'était vertigineux. Une fois seule, j'eus l'impression de m'écrouler sur le pont d'un bateau après avoir essuyé une méchante tempête, à la fois vide et calme. L'amour comme phare, je mis un pied devant l'autre, chaque pas me coûtant une énergie folle. D'abord, évacuer la colère, malgré le vide auquel elle s'adresse. Apprendre à ne pas la recevoir en écho à force de la projeter à tous les vents. Et ensuite, retrouver de petites envies, toutes petites, à la hauteur de mes capacités diminuées. Chercher à atteindre la limite de mes possibles et essayer de ne pas les dépasser sous peine de le payer au prix fort. Cacher les miroirs et fuir les regards, avant de comprendre que c'est dans mes yeux que réside l'ombre la plus oppressante. Admettre que je souffre. Croire que plus jamais le soleil ne brillera sur ma vie et qu'il me faut l'accepter. Puis voir la lumière dans un sourire. Forcer sur mes ressources pour accomplir un acte banal pour le commun des mortels et reprendre la danse. On m'avait parlé des étapes du deuil. Naïvement, au premier signe d'acceptation, j'ai cru que le travail de deuil touchait à sa fin. Mais à chaque confrontation avec ma nouvelle réalité, c'est une nouvelle couche de déni protecteur qui succombe aux UV. Certes, c'est chaque fois un peu moins dur,
un peu plus automatique. Mon cerveau se câble petit à petit pour digérer plus vite ces violentes émotions. Je redeviens enfant. Je peux pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que la salle de spectacle ne m'est pas accessible, et puis l'instant d'après, rire aux éclats, parce qu'il suffisait de 4 bons amis pour me porter, ainsi que de mon fauteuil, pour que j'assiste à cette merveilleuse comédie. Il suffit juste que j'accepte que l'on m'aide. Dans le feu, dansent mes émotions, fortes et contraires. Désormais, elles vivent en pleine lumière et rayonnent sur chacun de mes choix. Les flammes hypnotiques m'entraînent avec elles dans une folle ritournelle, tantôt joyeuse, tantôt navrante, mais toujours vivante.